Dans les vastes étendues où le sable hésite entre immobilité et philosophie, les camélidés avancent. Silencieux, dignes et légèrement perplexes face à l'existence, ils portent sur leur dos, selon certains experts très confiants, une forme discrète de toute métaphysique. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les camélidés pratiquent, à leur manière, une forme de télépathie administrative. À des kilomètres de distance, deux individus peuvent simultanément décider de ne rien faire. Le lama, quant à lui, observe. Il observe longuement. Son regard fixe semble traverser les époques ou simplement juger en silence les choix des joueurs. Nul ne le sait vraiment, et c'est sans doute mieux ainsi. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Ayar, un jeu de Fabio Lupiano, Mandela Fernandez Grandon et mis en beauté par Yann O'Toole. C'est un jeu qu'on a obtenu dans une boutique anglaise parce que pas encore disponible en français. Alors pourquoi il a été commandé Tout simplement c'est parce qu'on a beaucoup apprécié les deux premiers de cette trilogie maintenant, peut-être qu'il y en aura un quatrième. Trilogie à base de camélidés, et voire j'adore Sankoré, je l'ai dit à plusieurs reprises, et ça me semblait évident de poursuivre. À noter, c'est une VO. Oui. Et on a fait des parties à 3 et à 4 joueurs, quasiment autant à 3 joueurs qu'à 4. Et c'est un jeu, il n'y a pas de mode particulier au démarrage, il n'y a pas de partie d'initiation, on part directement. Et la seule petite chose qu'il y a, c'est éventuellement des plateaux asymétriques, mais ça, c'est de base dans le jeu, et vous partez de toute façon avec ces plateaux-là. Au niveau de la règle, alors vous êtes sur une mise en page qui est ultra propre, qui est ultra contrastée, c'est vraiment très clair. Il y a des exemples, ça se lit bien. Le gameplay, ça doit être 7 pages de règles à tout casser. Moi, il y a 2 petits reproches que j'aurais à lui faire. Bon, mais ça sera peut-être que sur la partie VO que ça sera, mais un, c'est la police de caractère, qui est vraiment trop petite. Alors là, si vous avez des problèmes pour avoir de près, c'est foutu. Parce qu'il y a des encadrés, ils sont dans une police qui est vraiment très lisible, mais finalement, le corps du texte principal de la règle, il est vraiment tout petit. Bon. Mais ça, à la rigueur, on peut s'en passer aussi, c'est pas très grave. L'autre chose aussi, c'est que dans la règle, ils ont quand même beaucoup employé de vocabulaire lié au thème du jeu. Et c'est un peu embêtant de relire la règle et de regarder ce fameux Inti Devotion, qui est en fait le scoring de soleil, quoi. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit sun scoring ou scoring de soleil, peu importe. Mais non, il fallait prendre un nom un peu aztèque, inca. Et en fait, ces choses-là, vous les voyez partout. Les fameux petits tumbos, là, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais pareil, ils disent prenez votre tumbo. Donc votre tumbo, en fait, c'est votre petite hutte placée là. Bon. Et en fait, ils ont fait ça pour beaucoup de choses. Et en vrai, quand on lit la règle pour la première fois, on ne comprend pas bien, quoi. Enfin, surtout si vous raccrochez à rien ou si vous êtes comme moi, vous ne savez pas vraiment de quoi vous parlez, c'est un peu embêtant. Bon, ça finit par s'estomper, évidemment, mais ça donne déjà un premier indice sur le fait qu'ils ont voulu thématiser la règle parce qu'ils avaient peur que peut-être leur thème était un peu plaqué, et ce qui est peut-être le cas. Est-ce simple, est-ce complexe ? À expliquer, c'est un peu complexe tout de même. Il faut compter 30 minutes pour un bleu qui ne connaît pas le jeu et il va falloir qu'il soit très attentif, très assidu pour suivre l'explication. Essayons de dégrossir tout ça. Vous allez placer d'abord un buste sur votre plateau personnel avec une couleur et vous allez déplacer le personnage sur le plateau entre la Bolivie et Cusco. Ils ont tous un petit parcours qui a la même couleur que le buste que vous venez de placer. Vous allez le déplacer d'autant de casques de flèches qui est indiqué sur votre plateau personnel. Si ce petit personnage sur le plateau atteint un scoring, tous les joueurs vont marquer des points soleil liés aux actions qu'on va aborder dans un instant. Puis vous allez placer une petite maisonnette qui va correspondre à l'une des 4 actions utilisées. Vous allez le placer sur la piste du bonhomme que vous avez déplacé. Alors ces 4 actions, c'est de développer l'agriculture, c'est de créer de la poterie, de tisser, ou encore de se déplacer sur le lac Titicaca. La puissance de l'action dépendra du nombre de maisons en bois qui vont être absentes sur la ligne où vous avez placé votre buste, ligne ou colonne d'ailleurs. Cette action va proposer de générer de potentiels points soleil ou points lune. Et à la fin de la manche, le personnage qui est le plus en retard sur les 4 petits bonhommes va être mis à la retraite. L'occasion pour les joueurs d'obtenir des points lune issus de l'une ou de plusieurs des 4 actions suivant leur choix. Et enfin, les joueurs marquent les points soleil qu'ils ont pu cumuler tout au long de la partie. C'est compliqué, cependant, il faut prêter attention, tous les points sont marqués en différé. On va pouvoir développer l'un des 4
thème, l'un des 4 parties du jeu, et marquer les points lune et les points soleil à des moments précis, et les rentrer en banque, si je puis dire, à certains autres moments. Du côté du matériel, pour ma part, je trouve ça que c'est très joliment illustré. Il y a vraiment une patte, c'est très coloré, ça rejaillit bien. Donc pour moi, ça va plutôt bien. Après, il y a quelques petites choses dans l'édition qui me chiffonnaient, bon, notamment les 2 pions Ayar, j'arrivais jamais trop à reconnaître qui était la femme de l'homme. Sur le lac Titicaca, vous devez empiler des tuiles. Quand arrivent les scorings du lac, ben, on ne sait pas forcément qui a mis ses jetons en dessous, donc est-ce qu'ils sont au bon niveau ou pas. C'est pas très pratique. Bon. Sur la mise en place, elle est ultra simple. En plus, bon, Yanoto a bien fait les choses comme souvent. Il y a des petites aides sur le plateau de jeu pour les petites distinctions 3-4 joueurs. Elles sont vraiment très discrètes et c'est vraiment bien fait. Voilà, et puis cette mise en place, elle est ultra rapide. Vous avez les tuiles scoring à mettre sur le plateau. Et en fait, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est de mettre tout le matériel sur votre plateau. Et ça prend du temps. Et en plus, le plateau double couche, il est pas terrible. Oui, ça c'est le gros manque du jeu. Je crois qu'on est assez en phase là-dessus. Pour ma part, je trouve que c'est magnifique, c'est très bien illustré, les couleurs sont belles, une petite touche de couleurs. Alors, en effet, je te rejoins sur les daltoniens. Les jetons en bois sont sublimes, avec cette petite couleur dorée pour certains. L'iconographie, elle est limpide. Tu as parlé que tous les rappels étaient là, et tous les rappels sont vraiment là sur le plateau du jeu. C'est génial. Il y a eu une erreur qui a été relevée par l'éditeur, qui a été signalée dans un petit erratum, l'éditeur d'origine, hein, pas ceux qui vont le localiser en France. Et c'est vraiment pas du tout handicapant, parce qu'en lisant la règle, ça paraît plutôt évident. C'est pas vraiment d'importance pour le jeu. Comme toi, je regrette qu'il n'y ait pas de double couche pour maintenir le tout en place, surtout sur le plateau personnel. Certes, on le vide au fur et à mesure, quoique on le remplit d'un autre côté, et ça se brinque-balle un petit peu. Bon, c'est le temps de la partie, mais c'est vrai qu'un double couche ou une surcouche aurait vraiment été bienvenu. Et c'est très bien lisible, et justement la lecture du plateau est particulièrement importante ici, et heureusement de ce côté-là c'est parfaitement lisible. Je te rejoins sur le lac Titicaca où les petits tambours vont s'empiler, on va pas forcément les lire, mais tout le reste avec les parcours qui s'enchevêtrent, les actions qui sont disponibles, etc., c'est parfaitement lisible. Je fais justement le lien de cette lecture avec les sensations. Je vais revenir sur mes 2 premières parties qui m'ont laissé interrogateur en fait. Je pensais que je m'étais bien développé, j'étais content, j'avais maximisé plein de choses, j'étais allé au bout de 2 des 4, je me suis dit, ah, c'est top, ça va être super, j'étais content. Et j'ai fini mon dernier parce que, justement, cette lecture de plateau commun est extrêmement importante. Quel scoring arrivera tôt dans la partie? Donc c'est plutôt ça qu'on va chercher à développer plutôt rapidement. Donc quelle couleur va falloir privilégier pour que les scorings qui nous semblent importants avancent sur les pistes? Qu'est-ce qui doit être compté en première vue? C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on compte d'abord et qu'est-ce qu'on va chercher après. Quelle séquence on va faire. Faut pas chercher à maximiser tout d'un coup. Et donc il va falloir chercher à influencer la bonne piste, la bonne couleur, donc mettre la double flèche sur la bonne couleur, se concentrer sur les bonnes actions. Bref, l'optimisation, elle est là, elle n'est pas seulement personnelle, elle est commune en fait. Et la partie s'accélère. C'est un gros avantage, c'est un gros bénéfice. Plutôt que tous ces jeux qui ralentissent, je pense à Luthier ces derniers temps. En tout cas, là, la partie va considérablement s'accélérer parce qu'on va supprimer donc une action à chaque manche. Et on va supprimer aussi des scorings qui étaient liés à ces personnages que l'on met à la retraite. Donc les actions primordiales, elles vont se concentrer au fur et à mesure. Donc ça rappelle quelque part Sankoré, de la même trilogie, où là on ne sait pas très bien quelle couleur va l'emporter, puis ça se dessine au fur et à mesure. Là, il n'y reste plus qu'un seul chemin à la fin qui va pouvoir marquer, et donc ça va concentrer les scorings, et donc on va avoir quelque chose d'assez similaire dans ses sensations. Et l'autre point, et je vais te donner la parole là-dessus, parce que c'est toi qui l'avais abordé aussi, c'est qu'il est important de jouer les équilibristes entre les points lune et les points soleil, parce que de toute façon, c'est votre piste la plus basse qui comptera pour votre score final. Tout à fait. On est sur un jeu, on pourrait dire, prime abord, poste d'ouvrier. Vous allez avoir une force d'action. Bizarrement, ces actions vont vous demander aucune ressource. Donc on n'est pas du tout dans un jeu où vous avez de la gestion de ressources, vous n'avez aucune charge mentale là-dessus, et il n'y aura pas non plus de tension à ce niveau-là.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est pour autant exempt de réflexion complètement, parce qu'en fait, vous avez ce mini tableau devant vous, où la pose de votre ouvrier va à la fois avoir un impact sur l'avancement de la yard dans sa piste, et aussi sur la force de l'action. Et vous vous retrouvez sans cesse dans un dilemme, en disant j'ai envie de le faire avancer de tant de cases, mais à la fois, si je fais ça, j'aurai peut-être qu'un point d'action, alors que si je vais ailleurs, j'en aurai peut-être 3. Et donc, on est vraiment dans cet arbitrage, et du coup, c'est parfois pas plus mal de ne pas avoir eu de ressources. Sinon, on retrouve quand même des sensations de Merv et de Sankoré avec ce scoring un peu évolutif. Oui, vous êtes dans un jeu où vous n'êtes pas sur des rails, vous ne pouvez pas vraiment vous dire ah, cette stratégie-là, je vais l'appliquer du début jusqu'à la fin. Le jeu va bouger, il faut s'adapter, il faut vraiment se reconcentrer à chaque fois et être prêt même à peut-être un peu changer de stratégie ou essayer un peu de suivre les autres. Voilà, et donc comme tu l'as dit, on a ce scoring qui reste très difficile à maîtriser aussi, surtout qu'on a cette impression quand même pas mal que les points lune vont très très vite et que les points soleil sont beaucoup plus lents, même si c'est pas complètement vrai. Et du coup, dans les premières parties, on est très interrogatif sur la façon de se développer. Parlons un peu d'interaction tout de même. Elle est là. C'est un des cœurs du jeu. Elle est importante. Étant donné que collectivement, même inconsciemment, mais collectivement, on va choisir qui part à la retraite et quelle ligne on ne va plus faire. Et donc, on va amputer le jeu d'une partie et on va le faire donc collectivement. Donc, cette interaction, elle est importante, elle est indispensable à ce jeu et pourtant, elle est constamment indirecte. On ne touche pas un joueur, on touche la tablée dans sa généralité, parce qu'on va choisir que, par exemple, le personnage violet n'avancera plus et disparaîtra du jeu. Tant pis. Il faut penser que c'est important de comprendre la portée des actions aussi des autres joueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Quelle piste avance? Vers quel scoring? Que suivre ou qui suivre ou pas? C'est important dans ce jeu. Ouais. Et c'est vraiment, en effet, une interaction par petites touches. Mais voilà, tu le dis bien, c'est des touches qui sont tellement impactantes derrière. Nous, on s'est bien rendu compte au bout de quelques parties que le dernier joueur, sur le premier et le deuxième tour, pouvait avoir une énorme influence. C'est lui qui va avoir le droit de vie ou de mort sur le Hayar qui va partir à la retraite. C'est complètement une ligne de scoring complète qui va faire sauter. Au dépend de quelqu'un, c'est dépend à lui-même, mais il a vraiment un choix à faire. Non seulement le dernier joueur a ce choix-là, mais il a aussi un choix sur la majorité au niveau des maïs. Parce qu'en réalité, s'il veut aller prendre une majorité là-bas, il peut aller la prendre pour aller choper une dernière tuile et embêter un joueur. Donc voilà, elles sont là, elles sont juste à ces moments-là, mais elles sont tellement impactantes que vous la prenez en pleine tête. Voilà, sinon avec qui on y jouerait? Moi je trouve que c'est un jeu qui est ramassé. Il joue en moins de 2 heures quasiment. C'est très court pour un jeu de ce type-là, et ça moi j'aime bien. Sinon, on a un abonné qui joue en partie solo, qui nous a dit que le solo était finalement pas si mal que ça. C'est un solo en fait qui va vraiment faire comme une partie à 2 joueurs. Le bot va simuler un autre joueur. Il a l'avantage en plus de ne pas être trop chiant au niveau des manipulations. Et finalement, on garde quand même le sel du jeu qui est sur son plateau personnel, où on a quand même en effet un puzzle à résoudre et essayer de se développer et de faire des choses. Donc dans l'ensemble, il disait que le solo était bien, surtout voilà, ils n'ont pas fait la facilité de devoir juste battre un score, comme parfois ça se fait dans d'autres choses. Sinon, moi j'aurais tendance à dire, je le conseille vraiment à 4. Il joue très bien à 3. À 3 au début, ça peut être parfait pour s'appréhender le jeu. Mais à 3, on peut se retrouver parfois à 2 contre 1 sur des chemins. C'est difficile d'être à 3 sur les mêmes actions. Le jeu ne vous laisse pas faire ça. Donc généralement, il faut choisir un camp et ça peut être un peu déséquilibré. À 4, là par contre, il y a vraiment une grosse réflexion à avoir. Vous pouvez trouver des alliés sur un chemin, sur une piste particulière. Et il peut y avoir une bataille comme ça, 2 contre 2, ou même parfois 3 contre 1, si on se rend compte que quelqu'un est vraiment parti tout seul. Donc vraiment, là, il donne tous ses pleins pouvoirs, je trouve. Je te rejoins sur A3 ou A4. Moi, je n'étant pas joué en solo, je fais confiance à notre camarade. Ayar, il demande quand même de se remettre en cause sur des automatismes de joueurs euros. On l'a expliqué plusieurs fois tout au long de la partie. On n'applique pas une recette, là, finalement, qui marche à coup sûr. De maxer tout à fond, ça ne servira à rien. Si ça ne marque pas, ça sert à rien. De l'observation à tout prix, de la patience et de la concentration. C'est les 3 maîtres mots sur ce jeu. À mes yeux, il s'adresse quand même aux euro-enthousiastes. On est sur un jeu plutôt velu, comme un camélidé. Donc c'est plutôt bien pour des gens qui ont envie d'avoir une réflexion et qui n'ont pas peur de cette interaction indirecte. Oui, par contre, on éviterait à des gens qui veulent vraiment 100% du contrôle sur leur partie.
c'est pas possible. Faut de l'adaptabilité, il faut l'admettre. Oui. Y rejouer avec un immense plaisir. Moi, j'y rejoue. Alors, ce que j'aime bien, c'est que malgré le fait que maintenant, on l'a pas mal théorisé, ce jeu, et qu'on en comprend tous les tenants et les aboutissants, encore sur mes dernières parties, j'arrivais pas à faire ce que je voulais et n'arrivais pas aussi à influencer. En effet, on ne peut pas complètement contrôler le jeu, mais on peut quand même lui donner l'influence qu'on veut et essayer au moins d'y donner son maximum d'influence pour peut-être espérer y arriver. Bon, parfois, ça fonctionne pas, mais parfois, ça fonctionne quand même. Mais voilà, ça reste compliqué. Et donc, j'ai envie d'y rejouer, parce que j'ai envie de me dépêtrer de cette situation qui est à la fois la complexité du puzzle du jeu et la complexité que les autres me font subir avec leur choix. Pour une note, moi je lui donnerais une barbe très fleurie. En voilà un jeu qu'il est bien quand on y joue. C'est bien, ça apporte quelque chose de neuf, de surprenant. Ayar, pour moi, c'est une vraie réussite. C'est une très grande réussite. De mon côté, j'hésite beaucoup, mais on est vraiment sur la barbe très fournie, avec une fleur dedans, je pense. Pour moi, c'est la bonne durée, c'est-à-dire il est vraiment... je pense que c'est le plus court des trois, enfin le plus ramassé des trois. Bon, son thème plaqué fait que bon, il est assez épuré quand même dans ses mécanismes. Voilà, comme je disais, pas de ressources, pas de complexité là-dessus. Le puzzle, il est là, il est devant soi. Vous allez râler des décisions des autres, vous allez parler autour de la table, vous allez lui dire « Mais non, il faut que tu fasses avancer le pion noir parce que toi, tu as un scoring grégaire qui peut t'intéresser aussi. » On invective les gens, on essaye de s'en dépêtrer. Vous avez des petites majorités là sur les maïs, etc. Ça aussi, ça se chip et ça vous fait bien enrager. Vous avez ce score évolutif et ces doubles pistes. Bref, il coche plein de petites choses chez moi dans le format que j'adore. Donc en vrai, c'est parfait. Et en fait, on s'en fiche que le thème soit plaqué parce que vraiment, autour de la table, il se passe quelque chose. Et voilà, c'est tout pour Ayar. Et vous, quelle est votre Camélidé préféré ? Dites-le nous en commentaire. Quand je dis Camélidé, c'est l'un des trois jeux, bien entendu. Merv, Ayar ou Sankoré. En tout cas, nous, on continue à faire des critiques sur cette chaîne. Il y en a plein à disposition ici. Venez, on continue à jouer ensemble, tranquillement.